Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui change absolument tout, l'intelligence émotionnelle. Et c'est un point de départ vraiment fantastique pour notre discussion d'aujourd'hui. Très souvent, quand on étudie une nouvelle langue, on a tendance à voir ça comme une équation mathématique. Oui, on se dit, j'apprends 1000 mots et paf, je pourrais parler. C'est exactement ça. Mais en faisant ça, on ignore complètement notre biologie fondamentale. Sous l'effet du stress ou de la peur de faire une erreur, notre cerveau ferme littéralement l'accès à la zone du langage. Ah ouais, physiquement, ça se bloque. Tout à fait. Donc l'intelligence émotionnelle, ce n'est vraiment pas juste de la psychologie abstraite, tu vois. C'est un outil très concret pour débloquer sa propre communication. Et pour cette exploration, on s'appuie sur un matériel vraiment riche. C'est un script éducatif qui vient de la chaîne YouTube Entre nous en français. Une très bonne ressource d'ailleurs. Oui, c'est un canal spécialement conçu pour apprendre le français de façon très naturelle. Et ce qui est captivant dans leur approche, c'est qu'ils ne donnent pas juste des listes de verbes à mémoriser. Non, ils vont beaucoup plus loin. Ils relient directement la psychologie humaine à la pratique de la langue au quotidien. Bon, décortiquons tout ça. Quand on parle d'une personne qui est intelligente avec ses émotions, de quoi on parle au juste? C'est la grande question. Parce que beaucoup de gens imaginent que c'est simplement le fait d'être gentil ou toujours de bonne humeur, d'éviter les disputes, quoi. Et c'est une immense confusion qu'on observe très souvent. Être intelligent émotionnellement, ça ne veut surtout pas dire être un robot toujours heureux. D'accord. Ou d'effacer ses émotions négatives. En fait, c'est tout le contraire. Il s'agit de ressentir pleinement les choses, mais avec un niveau de conscience beaucoup plus élevé. Notre source définit ça autour de 3 grands piliers. Ok, allons-y pour les piliers. Premièrement, c'est la capacité à identifier et reconnaître ses propres émotions en temps réel, sur le moment. Deuxièmement, la capacité à lire et à comprendre ce que ressentent les autres personnes. Et troisièmement, c'est la capacité à choisir sa réaction, au lieu juste réagir par pur automatisme. J'aime beaucoup une comparaison pour expliquer ce premier pilier, cette fameuse capacité à lire ses propres émotions. Je pense que c'est parfait pour notre audience qui apprend le français. Ah oui, l'analogie de la voiture. C'est ça. Imaginons qu'on conduit une voiture. Les émotions, en fait, c'est exactement comme les petits voyants lumineux sur le tableau de bord. C'est une très belle image. Si une petite lumière rouge clignote, c'est simplement une information. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, face à ce voyant rouge, on panique. On perd nos moyens. Voilà, on se dit que le moteur va exploser, ou pire, on met un gros morceau de scotch noir sur la lumière pour ne plus la voir. Et que se passe-t-il si on cache le voyant d'huile avec du scotch noir? Le moteur finit par casser, tout simplement. Ce qui est fascinant ici, c'est d'observer la mécanique de l'esprit humain à ce niveau-là. Pourquoi est-ce qu'on fait ça d'ailleurs ? Souvent, c'est parce qu'on se trompe totalement dans la lecture du signal. Les êtres humains confondent constamment leur ressenti de base. C'est-à-dire ? Qu'elle est en réalité épuisée physiquement. Ah oui, la fameuse fatigue qui ressemble à de la colère. Exactement. Ou alors, elle est très angoissée par des problèmes financiers, par exemple. L'émotion de surface, le masque, c'est la colère. Mais le vrai signal juste en dessous, c'est la fatigue ou la peur. Donc si je comprends bien, la colère, c'est souvent une sorte d'émotion parapluie. Elle cache d'autres choses beaucoup plus vulnérables en dessous. C'est un excellent terme, oui. La colère est une émotion de défense. Elle demande beaucoup moins d'efforts cognitifs que de faire de l'introspection. C'est plus facile de crier que de dire qu'on a peur. Tout à fait. Mais si on vit mal le signal de notre tableau de bord, on apporte forcément la mauvaise solution. Si la voiture a besoin d'huile et qu'on lui met de l'essence, ça ne règle pas du tout le problème. C'est super clair. Alors, pour rendre tout ce concept très concret pour ceux qui écoutent, regardons de près la situation pratique qui est proposée par notre source. L'histoire de 2 collègues, Sophie et Lucas. Ah, une excellente illustration. On va utiliser leur scénario pour vraiment comprendre comment cette mécanique fonctionne dans la vraie vie, particulièrement dans les moments de stress au bureau. Plantons le décor. On est dans un bureau. D'accord. Sophie arrive vers Lucas et elle est visiblement à bout de nerfs. Elle lui lance franchement, je ne comprends pas, tu aurais pu me prévenir. La tension est palpable. Oui, elle vient de recevoir un message beaucoup trop tard et toute l'organisation de sa journée est complètement ruinée. C'est le choc. Arrêtons-nous juste une seconde sur cette première interaction. C'est le point de bascule hyper classique. L'agression verbale vient d'avoir lieu. Et là, la réaction instinctive, celle qui est dictée par notre biologie primitive, c'est de combattre ou de fuir. Si on se sent attaqué, on attaque en retour pour se protéger. Et c'est exactement là que j'ai besoin de comprendre comment Lucas fonctionne.
Parce que face à cette agression, lui, il reste super calme. Oui, Il répond très doucement, mais je t'ai envoyé un message. Sophie, elle est toujours bloquée dans son émotion. Elle ne veut rien entendre. Elle insiste. Le ton monte encore. et c'est là que Lucas fait quelque chose de brillant. Au lieu de se défendre, il dit simplement « D'accord, je vois que tu es stressé, on peut en parler tranquillement. Voilà. » Et ma question, c'est comment est-ce possible en fait? Parce que c'est très facile sur le papier, mais dans la vraie vie, quand quelqu'un nous crie dessus, le cœur s'accélère, on a chaud quoi. Comment Lucas réussit-il à ne pas entrer dans l'arène pour se battre? La réponse se trouve justement dans la gestion de son propre tableau de bord. Au lieu de prendre l'attaque de Sophie de manière personnelle, Lucas observe. Et prend du recul. Exactement. En disant « je vois que tu es stressé », il fait quelque chose de très puissant. Il nomme l'émotion de l'autre personne. Il agit en fait comme un miroir, et non comme une éponge. Un miroir et pas une éponge. L'était la réalité sans rien garder. Ah, c'est une super image. N'est-ce pas? En nommant le stress de Sophie, Lucas garde son cerveau logique activé. Il ne laisse pas son centre des émotions prendre le contrôle de son propre corps. Il refuse carrément l'invitation à la dispute et dit juste « je vois ce qui se passe ». Et on arrive à un moment de l'histoire que je trouve génial, c'est une vraie investigation. Oui, il ne s'arrête pas là. Non, Lucas va aider Sophie à lire son propre tableau de bord. Il lui pose une question très précise avec beaucoup de bienveillance. Il lui dit « Sophie, est-ce que tu es en colère ou plutôt inquiète ?» Analysons les rouages de cette question, parce que c'est une technique de communication redoutable. Quand le cerveau humain est dominé par une émotion très forte comme la colère, la zone de la pensée logique, elle est presque éteinte. Elle ne réfléchit plus, quoi. Exactement. Et en posant une question à choix multiples, en colère ou inquiète, Lucas force littéralement le cerveau de Sophie à se remettre au travail. Ah ouais? Pour répondre, il doit comparer les deux mots, chercher leur définition dans sa tête et évaluer son propre état intérieur. Ce simple petit effort déplace l'énergie de son cerveau vers la zone rationnelle. C'est une manière complètement biologique de faire baisser la pression. C'est incroyable de voir ça sous cet angle. En fait, on ne demande pas à la personne de se calmer. Ce qui, soyons honnêtes, ne marche jamais. Jamais, ça a même tendance à énerver encore plus. C'est clair. On lui demande juste de choisir un mot. Et la source nous montre que ça marche parfaitement. Sophie s'arrête, elle réfléchit, elle réalise la situation et elle répond « je crois que je suis surtout stressée, j'avais vraiment besoin d'organiser ma journée. » C'est un changement radical. C'est une énorme victoire. Elle admet que le vrai problème n'est pas Lucas, en fait. C'est juste son emploi du temps. En effet, le simple fait de trouver le mot juste, ça a vidé toute la charge agressive de la situation. Et regarde comment l'atmosphère change instantanément après ça. Tout s'apaise. Oui, Lucas valide ce qu'elle ressent. Il dit « merci de me l'avoir dit ». Il ne cherche absolument pas à avoir raison sur l'histoire du message, il cherche juste à établir la connexion. Ce qui amène la résolution de notre scène, en fait. La tension est complètement redescendue. Sophie, qui a retrouvé ses esprits, s'excuse. Elle dit très spontanément « je suis désolée, j'ai réagi trop vite ». Et la réponse de Lucas est parfaite. Oui, sa réponse finale pour conclure l'incident, c'est magnifique. Il dit « c'est normal, ça arrive à tout le monde, on apprend ensemble ». Si on relie ça à une vision plus globale de notre sujet, on voit très bien que l'intelligence émotionnelle permet de passer de la confrontation pure à la collaboration. C'est exactement ça. Ils ont carrément désamorcé une bombe ensemble, simplement en utilisant les bons mots au bon moment. Alors, pour notre audience qui écoute cette discussion et qui voudrait reproduire ce genre de miracle au bureau ou à la maison... Parce que c'est un peu un miracle, oui. Totalement. L'Uscript de notre source propose 3 techniques très concrètes à appliquer au quotidien. Des techniques pour s'entraîner, car comme tu l'as dit, ça ne vient pas naturellement du tout. Non, ça demande de la pratique. La première technique, c'est de prendre conscience. Comment on met ça en pratique, concrètement? Prendre conscience, c'est ce qu'on appelle la règle de la pause. Avant d'ouvrir la bouche pour répondre à une remarque piquante, il faut imposer une pause d'1 seconde à son cerveau. Juste 1 seconde. Juste 1 seconde. Mais pendant cette seconde, on se pose la question intérieurement, qu'est-ce que je ressens exactement en cet instant? D'accord. Est-ce de la frustration, de la peur, de la tristesse? Nommer l'émotion pour soi-même, dans sa propre tête, c'est déjà en reprendre le contrôle. Mettre le monde sur pause pendant 1 seconde. C'est un vrai défi, mais c'est très logique. La deuxième technique mentionnée dans la source, c'est l'écoute active.
raison. On en entend beaucoup parler de nos jours, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment de manière concrète? L'écoute active, c'est écouter l'autre pour le comprendre et non pas écouter l'autre pour préparer sa propre réponse. Ah oui, c'est dur, ça. Très dur. Très souvent, quand quelqu'un nous parle, on n'écoute que la moitié de sa phrase. Et pendant qu'il finit sa phrase, on est déjà en train de préparer nos arguments pour contre-attaquer. On a tous fait ça. Bien sûr. Écouter activement, comme l'a fait Lucas, c'est entendre les mots, observer le langage du corps et ne formuler absolument aucun jugement. C'est créer un espace sûr pour que l'autre personne puisse s'exprimer jusqu'au bout. C'est un bel exercice d'humilité, en fait. Il faut accepter de mettre son propre ego de côté pendant quelques minutes. Exactement. Et la troisième technique vient naturellement compléter les deux premières, c'est répondre avec calme. Le principe fondamental ici, c'est de se rappeler qu'on a toujours le choix. Toujours. L'émotion, c'est un signal automatique. Mais l'action qui suit, la réponse, c'est un choix. Même face à la plus grande des injustices, on peut choisir de prendre une grande respiration et de parler lentement. La lenteur et le calme de la voix ont un effet presque contagieux sur la personne en face. Bon, et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour ceux qui nous écoutent pour apprendre le français. Ah oui, la connexion avec la langue. Oui, parce que toutes ces techniques, prendre conscience, écouter sans juger, répondre avec calme, on pourrait se dire que ce sont de bons conseils pour devenir une meilleure personne en société, quoi. C'est vrai. Mais notre source, Entre nous en français, fait le lien direct entre ces capacités émotionnelles et l'apprentissage de la langue. Comment cette gestion des émotions aide-t-elle concrètement quelqu'un à mieux parler français tous les jours? Le lien est très profond. Quand on essaye de parler une langue qui n'est pas la nôtre, on se retrouve dans une position d'extrême vulnérabilité. C'est sûr, on perd nos repères. On redevient presque un enfant, tu vois. On n'a pas les mots pour exprimer la complexité de nos propres pensées. Et ça génère une frustration immense. Je comprends tout à fait. Si on n'a pas d'intelligence émotionnelle, cette frustration se transforme en blocage. On a peur du jugement de l'autre, alors on préfère se taire, ou alors on panique et on oublie tout son vocabulaire. Le fameux trou noir du début. Exactement. Gérer ses émotions, c'est faire baisser ce qu'on appelle le filtre affectif. Quand le cerveau est calme et se sent en sécurité, l'accès au vocabulaire et à la grammaire s'ouvre de nouveau et la langue devient fluide. C'est très éclairant. Plutôt que d'étudier des heures en plus, il faut parfois simplement s'apaiser. C'est souvent la clé. Et pour aider ce processus, notre source donne une liste de vocabulaire qui est très précieuse. C'est une sorte de petite boîte à outils pour les débutants. Ça permet d'exprimer des nuances sans avoir besoin de connaître des structures de phrases hyper compliquées. Oui, des phrases simples mais puissantes. Parce que la tendance naturelle, quand on apprend, c'est d'utiliser des mots basiques et un peu extrêmes. On dit « je suis fâché » ou « je suis triste ». Mais la réalité est rarement si noire ou blanche. Exactement. Apprendre quelques mots nuancés change radicalement la qualité des interactions. Le texte nous propose 3 expressions clés à retenir. Prenons la première. « Je suis frustré ». Quelle est la mécanique exacte derrière ce mot? La frustration, c'est le sentiment qu'on a quand un obstacle nous empêche d'atteindre un but. Ce n'est pas de la colère dirigée contre une personne en particulier. Ah, c'est une nuance importante. Très importante. En disant « je suis frustré » en français, on montre une grande maturité. On indique à notre interlocuteur que la situation est bloquée, sans pour autant l'accuser lui, personnellement. Donc ça invite à chercher une solution ensemble, plutôt que de se battre. Voilà. C'est vrai que ça sonne beaucoup moins agressif. La deuxième expression proposée par la source, c'est « je suis inquiet ». L'inquiétude, elle, est liée au futur et à l'incertitude. Dire « je suis inquiet », c'est faire preuve d'une belle vulnérabilité. C'est avouer simplement qu'on ne contrôle pas tout. Et ça passe bien en général. Ça passe même très bien, car cela génère presque toujours de l'empathie chez l'autre personne. Si tu dis à un collègue francophone « je suis inquiet » concernant cette présentation, sa réaction naturelle sera de te rassurer, pas de se disputer avec toi. C'est magique en fait. Et enfin, la troisième expression, qui est très proche de la situation de notre amie Sophie au début de l'histoire, c'est « je suis un peu stressé ». Le stress, c'est une tension physique et mentale qui est souvent liée à un excès d'informations ou de choses à faire. Le fait d'ajouter les mots « un peu », ça atténue la gravité de la situation. Ça adoucit le message. C'est ça. C'est une phrase vraiment parfaite pour expliquer une petite perte de contrôle temporaire, mais sans en faire un drame absolu. Imaginez un peu la puissance de ces 3 petites phrases pour quelqu'un qui apprend la langue au quotidien. Au lieu de s'énerver parce qu'on ne trouve pas ces mots, on peut simplement s'arrêter,
Mhm. Respirer un coup et dire à son interlocuteur « Je suis un peu frustré, je n'arrive pas à trouver le mot exact en français ». Et là, immédiatement, la pression disparaît. La personne en face va sourire, elle va comprendre. C'est sûr. La communication va continuer naturellement. C'est ça la magie de l'authenticité. Cela soulève une question importante sur l'objectif même de la communication d'ailleurs. Souvent, on a l'impression que bien parler une langue étrangère, c'est faire des phrases grammaticalement parfaites. Comme un livre. Voilà. Mais on oublie que la communication sert avant tout à créer du lien humain. Un robot peut lire un dictionnaire sans faire de faute. Mais seul un être humain peut dire « je suis inquiet » et provoquer de l'empathie chez un autre être humain. C'est joliment dit. Maîtriser ce vocabulaire émotionnel, c'est vraiment ce qui fait passer un étudiant d'un niveau purement scolaire à une véritable intégration dans la culture. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire si on rassemble les pièces de notre puzzle aujourd'hui? On a vu que l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas du tout un don mystique réservé à quelques chanceux. Non, pas du tout. C'est une capacité très mécanique à observer son propre tableau de bord. C'est le fait d'identifier ses vraies émotions, de ne pas se laisser absorber par la colère des autres, comme l'a si bien fait Lucas avec Sophie. Le fameux miroir. Oui, le miroir, c'est aussi la pratique quotidienne du calme et de l'écoute. Et le plus surprenant, c'est que cette pratique est en fait le secret le mieux gardé pour progresser dans l'apprentissage du français. Absolument. En s'équipant des bons mots pour décrire ses états d'âme, on élimine la panique, on fait baisser ce filtre et on ouvre la porte à des conversations super sincères. C'est un apprentissage de tous les jours. C'est comme un muscle qui demande de l'entraînement régulier. Et justement, pour continuer cet entraînement, on rappelle à notre audience que la source de notre analyse, la chaîne Entre nous en français, est une ressource formidable. Je la recommande vivement. Oui, elle permet de progresser pas à pas avec de vraies mises en situation de la vie réelle. Mais avant de clôturer cette discussion, j'aimerais bien qu'on lèche une dernière idée à ceux qui écoutent. Quelque chose pour aller un peu plus loin sur ce sujet. Avec plaisir. Je pense souvent à un paradoxe que je trouve fascinant. On investit énormément d'heures et d'énergie pour maîtriser la grammaire complexe d'une nouvelle langue, n'est-ce pas? Oh que oui, des heures et des heures. En pensant que c'est le plus gros obstacle. Mais on passe parfois toute une vie sans jamais vraiment explorer ou maîtriser le vocabulaire de nos propres émotions dans notre langue maternelle. Ah, c'est tellement vrai. Et si le véritable secret pour devenir bilingue, pour s'ouvrir au monde, c'était d'abord de faire la paix avec ses propres émotions à l'intérieur de soi. Si on ne sait pas identifier la frustration dans sa langue natale, comment pourrait-on la gérer dans une langue étrangère? C'est une question très profonde. C'est une idée intéressante à méditer la prochaine fois que le petit voyant rouge s'allumera sur le tableau de bord. Quelle perspective inspirante. Apprendre à lire son propre tableau de bord avant d'essayer de conduire sur les routes parfois compliquées d'une langue étrangère. C'est une image que je vais garder en tête pour très longtemps. J'en suis ravie. Un grand merci pour toutes ces explications si éclairantes. C'était un immense plaisir de décortiquer la mécanique des émotions pour notre audience aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée passionnante au cœur des idées. En attendant, prenez grand soin de vous et surveillez bien vos petits voyants rouges. À très bientôt. Et n'oubliez pas, face à la colère ou au stress, la meilleure réponse est parfois de simplement nommer ce qui se passe. Au revoir.